Toujours l'affaire Cahuzac, les conséquences de cette affaire, le gouvernement et la politique économique. Et puis, en face, il y a l'UMP. Quel avenir pour l'UMP? Est-ce qu'il y aura cette élection pour la présidence de l'UMP au mois de septembre? Avec nous pour en parler ce matin, Jean-François Copé, le président de l'UMP précisément, et député maire de Meaux. Jean-François Copé, François Fillon a-t-il eu raison d'aller dévoiler son patrimoine à un journal télévisé de 20 heures? Moi, je n'ai pas à en juger, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai clairement dit les choses. Je me conformerai évidemment à la loi, comme tout le monde. Seulement, je préviens tout de suite, attention au voyeurisme. La transparence, c'est oui, le voyeurisme, certainement pas. D'accord. Pierre Moscovici est-il, selon vous, le complice du mensonge de Jérôme Cahuzac? On ne peut pas le dire aujourd'hui, mais enfin, il y a incontestablement des doutes qui naissent un peu partout. Et la visite sur place de Philippe Marigny et Gilles Carrez sont venus confirmer que toutes les interrogations, beaucoup de ces interrogations demeuraient. Troisième question, peut-être, pour être cohérent avec leur politique, est-ce que Jean-Marc Ayrault et François Hollande, bien sûr, doivent virer Arnaud Montebourg du gouvernement? Il y en a un des deux qui doit démissionner, soit Jean-Marc Ayrault, soit Arnaud Montebourg. D'accord. Mais il y en a un des deux qui doit démissionner, puisque là maintenant, et c'est à mon avis le syndrome le plus fort de la crise d'autorité que connaît François Hollande, une contestation massive sur une orientation politique qu'il a fixée. Vous pencheriez plutôt pour Montebourg ou pour un Ayrault? Écoutez, c'est la catastrophe générale. De toute façon, le discrédit porte sur tout ce gouvernement. Alors, une question que nous posons aux internautes, mais à laquelle je vais vous inviter à répondre, qui n'a rien à voir, mais êtes-vous inquiet de l'expatriation des jeunes Français vers l'étranger de plus en plus aujourd'hui? Mais bien sûr, nous sommes les uns et les autres très, très inquiets. Ça n'est pas que l'expatriation des jeunes, c'est l'expatriation des talents. Tous les jours, nous entendons des grands médecins, des grands entrepreneurs, des chercheurs, des jeunes diplômés, dire désormais le message de François Hollande est clair, interdiction de réussir en France. Et alors nous revenons aux affaires d'une certaine façon avec Jean-Marc Ayrault qui était ce matin au micro de Jean-Michel Apathy sur RTL. La feuille d'impôt sur le revenu, ils peuvent le faire d'eux-mêmes, il suffit d'avoir un scanner et de pouvoir le mettre sur Internet. Ça compléterait patrimoine et revenus et impôts, ce qui se fait dans plusieurs pays. Donc le projet de loi peut être l'opportunité effectivement de le faire. Alors, il répondait non pas à Jean-Michel Apathy, mais à un auditeur. Est-ce qu'il faut publier aussi la feuille d'impôt des élus? Écoutez, dans ce cas, ça veut dire que l'on acte définitivement la fin du secret fiscal, ce qui est, à mon sens, un changement de société. Voilà. Qu'on se résume bien, vous êtes pour que les élus donnent leur patrimoine, enfin, je suis avec un contrôle, mais pas pour la publication. Pour une transparence totale devant les autorités compétentes, avec des moyens renforcés pour la commission de transparence, quel que soit son nom, afin qu'elle puisse en permanence savoir la réalité du patrimoine, des revenus des élus. En revanche, je suis opposé, et je ne suis pas le seul, je ne cesse d'entendre des personnalités de gauche comme de droite. Je viens d'entendre Claude Barthelone dire la même chose hier dans vos colonnes. Je suis opposé à tout ce qui, de près ou de loin, pourrait jeter en pâture des responsables politiques, des parlementaires, mais aussi les élus, les maires des petites communes. Ce serait une folie. J'ajoute qu'on serait obligé d'y associer également les fonctionnaires qui exercent des fonctions des responsabilités d'autorité, probablement également les médias, subventionnés par les contribuables, bien sûr les journalistes. À ce moment-là, c'est la boîte de Pandore qui s'ouvre. Donc on va faire un petit jeu, je ne vais pas vous demander l'état de votre patrimoine, puisque vous allez me donner ou pas? Non, je suis cohérent. Je suis cohérent avec ce que je vous dis. En revanche, les autorités compétentes, à savoir la commission de transparence, je lui remets depuis, je crois, maintenant 15 ans, ma déclaration de patrimoine. Alors, avec toute la malice qui est indissociable du jeu politique, on parle beaucoup du conflit d'intérêts. Et il ne vous a pas échappé que quand on a parlé du conflit d'intérêts, on a parlé notamment de Jean-François Copé, qui est avocat. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, mais je crois que la personnalisation est une manœuvre assez ignoble. En revanche, ce qui se pose, c'est la question de compatibilité avec les activités professionnelles. Nous sommes, je crois, 40 ou 50 avocats dans l'hémicycle. L'histoire de la République, elle a été faite par les avocats. C'est vrai. Comme vous le savez, par beaucoup d'avocats. Mais
il y en a dans tous les bords. Hein. Noël Mamère chez Les Verts est avocat, Jean Glavany, François Baroin, votre serviteur et beaucoup d'autres. Bon, la question, elle est de savoir, est-ce que, oui ou non, on interdit ou non aux députés d'avoir d'autres métiers? Mais alors, ça veut dire que si on l'interdit... Que des fonctionnaires. Que des fonctionnaires, on peut même aller plus loin en disant qu'on exige que les fonctionnaires démissionnent de la fonction publique quand ils sont élus. Alors, comme on ferait pour les professions ça veut dire qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'à ce moment-là, bien l'Assemblée nationale ne représentera plus la réalité de la France, et notamment la réalité économique de la France. C'est déjà en perdition aujourd'hui. Ça veut dire demain que trouver des vocations pour l'engagement politique, ce sera mission impossible. Voilà. Et ça ne fera qu'accroître encore les difficultés que nous avons à représenter notre pays à travers notre expérience et notre connaissance. Petite question technique. Est-ce qu'il faut que cette loi sur la transparence, on va l'appeler comme ça, soit votée avant que toute la lumière soit faite sur l'affaire Cahuzac? Mais l'affaire Cahuzac, Yves Tréhard, on en a pour des mois et peut-être des années. La justice de notre pays va faire son travail et va éclairer les Français sur quelque chose qui est le véritable problème. François Hollande, en digne héritier de François Mitterrand, est le spécialiste de la diversion. Il nous fait 2 manœuvres de diversion pour le prix d'une. Pour faire oublier l'affaire Cahuzac, il jette l'opprobre sur tous les responsables politiques français, alors qu'aucune des mesures qu'il propose n'aurait permis de régler l'affaire Cahuzac, ni de l'éviter. Et deuxième manœuvre de diversion, c'est que pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas de son échec en matière de chômage et de pouvoir d'achat. Vous avez vu que la consommation s'effondre, que le pouvoir, et c'est lié au pouvoir d'achat, dans le domaine du textile, de l'habillement, de la restauration, c'est un effondrement. Et c'est avant la perspective des hausses d'impôts qui vont se retrouver sur les feuilles d'impôts des Français au mois de septembre prochain. Alors, imaginons que cette loi sur la transparence ne passe pas, parce qu'il y a une opposition, on le sent, à droite, à gauche, dans les rangs du Parti Socialiste. Que doit faire Jean-Marc Ayrault? Remettre sa démission? Et moi, de toute façon, s'il doit remettre sa démission, c'est pas pour ça. C'est par rapport à l'échec absolument phénoménal de la politique qui est conduite en matière économique et qui aujourd'hui est la première préoccupation des Français. Vous m'interrogez, je vous réponds volontiers sur ces histoires de transparence, mais enfin, la vérité des choses, c'est que les Français aujourd'hui, un sondage le montre, 70% d'entre eux trouvent que c'est un peu fort de café de ne parler que de ça, alors que dans le même temps, on évite de parler du chômage, des impôts et du pouvoir d'achat. On en parlera, et je voudrais parler de l'UMP aussi. Oui, non mais juste pour finir, pour le reste, cette loi, il n'est pas question de dire qu'elle passe ou qu'elle ne passe pas. Renforçons les moyens de transparence et de pouvoir d'investigation de la commission de financement. Je n'ai aucun problème avec ça, bien au contraire. Jean-François Copé, faut-il voter pour la présidence de l'UMP au mois de septembre? Moi, à titre personnel, j'ai signé, vous le savez, un accord avec François Fillon. Cette élection anticipée, il n'a pas l'air de vouloir y aller, lui. Je ne sais pas, mais cette élection anticipée, elle est l'une des résultantes de cet accord. J'observe que depuis maintenant 5 mois que j'accomplis ma mission de président de l'UMP avec François Fillon, avec tous les responsables de l'UMP, les choses se passent bien en termes de reconstruction. Il n'y a pas eu un couac, pas un problème, pas indifférent entre François Fillon et moi. Nous nous parlons beaucoup et nous reconstruisons ensemble, les uns et les autres. Alors à partir de là, moi, je vais vous dire, j'ai bien entendu que les militants ne veulent plus, partout où je me trouve, de nouvelles élections. Bon, nous en parlerons avec François Fillon, mais moi, pour ce qui me concerne, attendez, moi, pour ce qui me concerne, je veux que chacun sache que je respecterai ma parole. Voilà. Donc pour le reste, nous en parlerons avec François Fillon. Donc vous allez vous présenter? Non mais, attendez, encore une fois, je respecterai mon engagement. J'accomplis une mission collective, une étape après l'autre, nous modifions les statuts, nous commençons à investir nos candidats, nous nous préparons pour les élections municipales avec un objectif, en finir de la politique politicienne qui a exaspéré les Français dans notre crise affreuse du mois de septembre et ne parler désormais que des Français. Voilà. Est-ce que vous en voulez à Laurent Wauquiez d'avoir dit oui finalement à toutes les propositions sur la transparence que fait Jean-Marc Ayrault? Enfin, moi, vous savez, personnellement, je n'ai pas de commentaires à faire sur les uns et les autres. J'ai surtout entendu... On a senti quand même qu'à droite, ça tanguait. J'ai surtout entendu la colère de beaucoup de députés, de sénateurs UMP, devant le fait que certains avaient tendance à jouer de manière extrêmement personnelle, au point d'avoir même parfois un réflexe un peu infantile. Bon, voilà, je crois que chacun l'a compris. Je crois surtout que cela a créé, et je le regrette en tant que président de l'UMP, une diversion inutile. D'une certaine manière, il a, je ne peux pas croire qu'il l'ait voulu, donné un coup de main à Hollande. Voilà. En venant dans son sens, là où en réalité Hollande était dans la plus grande difficulté face à l'affaire Cahuzac. Bon, voilà.
Et c'est vrai que les députés UMP, d'ailleurs aussi bien ceux qui m'ont soutenu que ceux qui ont soutenu François Fillon, ont été démarqués. Oui, se sont démarqués et ont très largement rejoint, je veux le dire ici, la position qu'avec Christian Jacob nous avons soutenue, qui est de dire ne soyons pas dupes de la manœuvre de diversion de François Hollande. Voilà. Vous pourriez le retrouver sur votre chemin au mois de septembre, si jamais cette élection avait lieu? Oh, je ne sais pas. Encore une fois, vous savez, moi je ne veux plus faire de politique politicienne. Je crois qu'on n'est plus dans ça. Ouais. Les gens, ils attendent une grande formation politique de droite et du centre, qui incarne une opposition responsable, c'est un mot que chacun devrait entendre, qui est un peu de hauteur au lieu d'être sans arrêt dans les attaques personnelles. Et pour ce qui me concerne, je n'accepterai pas, jamais, de retomber dans ces aspects politiciens. Après les turpitudes du mois de l'automne, est-ce que l'UMP marche droit, là, est en ordre de bataille? Oui, je crois. Le chemin est long encore, hein, très long. Oui. Mais les conventions thématiques pour préparer le projet se déroulent toutes les semaines avec Hervé Mariton de manière très remarquable. On a parlé de fiscalité, on va parler d'emploi la semaine prochaine, on a parlé de famille, vous savez qu'on est très mobilisé. Pourquoi vous ne faites pas un shadow cabinet comme Borloo va le faire à l'UDI? Il l'a déjà fait, oui, je sais qu'il y a déjà... Il va le faire. Il a déjà... Non, c'est déjà fait l'année dernière, il a déjà un Premier ministre, il y a déjà des tas de ministres. Bon, je crois qu'il ne faut pas jouer avec tout cela. Je crois que nous sommes d'abord là, nous, en reconstruction, avec des propositions. Moi, ce que j'ai demandé, c'est que l'UMP, on s'oppose et on propose. Voilà, on ne distribue pas les postes. Vous me tendez la perche pour la dernière question, une question très simple. Est-ce que vous voterez la semaine prochaine la prolongation de la présence française au Mali? Écoutez, nous allons voir tout cela. Je vous dis aujourd'hui que je soutiens depuis le premier jour l'intervention au Mali. Je continuerai de le faire. La véritable question, elle n'est pas de savoir si on vote ou si on ne vote pas. La question est maintenant que l'on nous dise pourquoi faire. Quel est le calendrier? Quelle est la suite? Comment on voit l'après? J'ai noté par exemple que François Hollande avait été très très dur sur l'idée qu'il faut absolument des élections au Mali au mois de juillet. Personne aujourd'hui ne peut dire de manière aussi péremptoire que nous avons la certitude qu'elle puisse se tenir en juillet au Mali. Rappelez-vous les déclarations de Ban Ki-moon dans ce domaine il y a quelques semaines et quelques jours. 400 000 déplacés ou réfugiés pour organiser une élection, ça n'est pas simple. Tout ça montre que la France a fait un travail et fait un travail remarquable sur le plan militaire. C'est pour ça que j'ai soutenu depuis le premier jour cette intervention. Nous avons maintenant besoin de connaître un peu la vision pour l'avenir de cette situation. Donc le principe, c'est bien sûr que nous soutenons, donc nous votons. Mais ce qui compte, c'est ce que l'on va dire à l'occasion de ce débat. Donc on apprend aujourd'hui qu'avec Fillon, ça va beaucoup mieux. Mais je vous le confirme. Et pas seulement aujourd'hui. Depuis de nombreuses semaines, c'était notre mission que de reconstruire. Nous le faisons ensemble, chacun les positions qui sont les nôtres, mais dans un esprit qui a une idée en tête, plus jamais ce qu'on a vécu en novembre dernier, mais en revanche, construire l'avenir au service des Français, parce que la situation est tellement grave pour la France que c'est maintenant à l'UMP de montrer qu'il y a des temps d'action au service des gens, et c'est tout l'enjeu des municipales de l'année prochaine. Eh bien, c'est dit. Merci Jean-François Copé. Merci à vous.